Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mieux que la France, qui n'a pas de gouvernement, qui attend un Premier ministre, mais qui n'a pas de projet surtout. Alors on va en parler. Je pense qu'Emmanuel Macron ferait mieux d'espérer, je pense qu'il caresse cet espoir d'ailleurs, d'être un jour président de l'Union Européenne ou président de la Banque Centrale Européenne, parce que le pouvoir est là, moi-même aujourd'hui, qui n'a pas d'ambition, qui n'est pas d'ambition politique et qui ne cherche pas à en avoir. Je cherche absolument pas à être nommé ministre, à être nommé Premier ministre ou à faire une carrière politique à mes risques et périls si je le faisais naturellement. Et je vois que le pouvoir n'est plus là. Et même aux États-Unis, on va revenir sur le sujet français, lorsque Donald Trump signe par exemple son executive order, puisqu'on va parler des monnaies numériques dans cette vidéo, le 23 janvier 2025. 23 janvier 2025, Donald Trump arrive, donc cette année, executive order, il n'y aura pas de monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis. Je signe un décret interdisant à la Federal Reserve, moi Donald Trump, de créer un dollar numérique. On pourrait se dire que Donald Trump, qui a tout de même le cuir solide, si j'ose dire, qui est un homme robuste, on peut lui attribuer ça, même ses détracteurs, et qui a beaucoup d'ego. Et vous savez que l'ego est une contrepartie assez positive, entre guillemets, d'une certaine fidélité à ses opinions et ses engagements, puisque lorsqu'on a beaucoup d'ego, on ne veut pas être pris en défaut, généralement. On pourrait se dire à ce moment-là, 23 janvier 2023, il n'y aura pas, grand Dieu, comme disent les Américains qui jurent sur la Bible, il n'y aura pas de monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis. Trump a signé un décret interdisant ce projet-là. Pourtant, on se retrouve aujourd'hui avec une Federal Reserve, c'est pareil pour la Banque Centrale Européenne, on va expliquer comment, qui va créer un dollar numérique d'une façon ou d'une autre. Ce sera pas un dollar retail, ça va pas être un dollar numérique qui va être accessible aux Américains. Et ça sera encore moins un dollar numérique, on va dire, que ce qu'il va y avoir un euro numérique, qui ne sera pas retail lui non plus dans un premier temps. Je fais une parenthèse un peu technique avant de revenir sur un sujet plus politique, on va dire, d'actualité. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les avancées, on a entendu un petit peu toutes les, on va dire, préoccupations, inquiétudes, bruits de couloir, tous les bruits de couloir au sujet de l'euro numérique, on s'aperçoit de plus en plus que finalement, le projet de la Banque Centrale Européenne, c'est de créer un jeton qui va être un euro numérique de gros au départ, wholesale, c'est-à-dire un euro numérique qui va être interbancaire, qui va servir aux dépositaires centraux, aux banques, aux organismes financiers, mais qui ne va pas servir aux particuliers directement. Ça veut dire que vous et moi n'allons pas avoir un compte auprès de la Banque centrale directement avec notre euro numérique demain. Et que les Américains, eux non plus, encore bien moins, si j'ose dire, auront ce dollar numérique dans leur wallet auprès de la Federal Reserve. Par contre, ce que prévoit la Banque Centrale Européenne, qui a tout fait, et la Commission Européenne, c'est-à-dire l'eurosystème comme système européen à la fois, union monétaire et politique, qui, contrairement à ce qu'on le croit ou ce qu'on voudrait finalement, est certainement le bloc le plus robuste aujourd'hui politiquement, le plus soudé, le plus uni, le plus, pour reprendre le jargon européen d'ailleurs, le plus lisse. Tout le monde est toujours d'accord, les projets passent toujours, il n'y a pas de hiérarchie. S'attendre à ce qu'il y ait 7 ans après, ou même à chaque législative, par exemple, une différence de gouvernance et que ça ne soit plus, entre guillemets, la même méthodologie, les mêmes ambitions. Là, au sein de l'Union Européenne, vous pouvez être certain que les décisions seront exactement les mêmes. Donc les projets avancent, et je vois que juste avant l'été, le 17 juin 2025, tout le champ réglementaire a été validé. Donc première étape, assez grande étape pour l'Union des marchés de capitaux, monnaie numérique de banque centrale, pour adapter les banques déjà et les organismes en termes de réserves prudentielles notamment à accueillir justement de nouvelles plateformes de titrisation qui viseront donc, elles, à être des réceptacles d'une épargne privée qui sera mobilisée. Le projet, c'est 10 000 milliards à peu près d'épargne privée qui va être mobilisée. Donc je reçois beaucoup de messages de personnes, ou je vois dans les commentaires, qui disent « bon, on va prendre sur nos comptes, alors on mobilise l'épargne ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La mobilisation de l'épargne, ça se passe jamais comme ça. On vient pas piocher sur vos comptes bancaires en disant « c'est plus à vous ». Vous auriez eu le temps de partir ou de retirer du cash si vous n'en aviez pas beaucoup, si vous arriviez à faire un chèque de banque, un cashier check, à l'envoyer là-bas ou à acheter quelque chose. C'est pas comme ça que ça marche. La mobilisation de l'épargne privée, c'est un numérus, un conglomérat de réglementation qui fait
et qui font ces réglementations que vous vous retrouvez dans une situation petit à petit qui vous surprend, latente, et qui vous incite à investir sur des placements, sur des supports, via des outils qui vous permettent d'échapper à une surimposition, à une surtaxation. Et tout ceci est expliqué d'une façon on ne peut plus claire, il n'y a pas de complot là-dessus, il n'y a rien de caché, tout est dit au sein de l'Union européenne, de l'autorité des marchés financiers, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne. Nous avons des armes, et parmi celles-ci, nous avons l'arme fiscale, puisque les États ont le pouvoir de lever l'impôt et le pouvoir de la fiscalité. Ça veut dire que si on vous dit demain, vous avez un compte à vue avec tant de liquidités, vous avez un compte épargne avec tant de liquidités, vous avez tant d'argent placé à tel endroit, si vous ne le placez pas sur tel livret européen, adapté à l'Union des marchés de capitaux, installé sur telle plateforme européenne, vous allez vous retrouver avec une surtaxation sur l'épargne dormante, une taxation sur les rentes. J'avais expliqué dans des vidéos précédentes, on ne va pas y revenir, tout le jargon, tout le champ, tout le vocable, on va dire, le champ sémantique qui a été déjà préparé, entre guillemets, pour faire passer une certaine pilule. Parce que si on arrive du jour au lendemain en vous expliquant qu'il y a un nouveau livret, que vous êtes surtaxé, si ça passe pas, il faut quand même qu'il y ait un petit... comment dire, des préparatifs en amont, une phase préliminaire pour accepter ce qui se passe par la suite, mais qui équivaut, quoi qu'il en soit, surtout avec une inflation galopante, à une perte considérable d'épargne. Parce qu'il y a une pénurie de monnaie aujourd'hui en circulation, contrairement à ce qu'on peut imaginer au premier abord. Là aussi, j'en ai parlé régulièrement il y a quelques années, c'était très incompris de la part de beaucoup, et la question de la monnaie numérique de banque centrale sous sa forme actuelle nous ramène à ce sujet de la pénurie de monnaie. Je m'explique. Pourquoi les banques centrales veulent mettre en place des monnaies numériques de gros, plus que des monnaies numériques retail? Parce que, aujourd'hui, lorsque vous êtes une banque, lorsque vous êtes un dépositaire central, et que vous payez donc à une autre banque ou à un autre dépositaire central, lorsqu'il y a des règlements de livraison qui sont effectués. Vous êtes une société financière qui paye avec de la monnaie également, avec de la monnaie scripturale, avec du cash, entre guillemets. Ça veut dire qu'il faut que, s'il y a 1 million, par exemple, de titres de dette qui passent d'un propriétaire à un autre, vous avez un dépositaire central qui logeait ce titre, qui vaut 1 million, et vous avez probablement une banque, celle du vendeur, qui va donc recevoir un paiement de l'acheteur. Et vous avez un dépositaire central qui va faire ce qu'on appelle une livraison. Et donc il y a un règlement de l'autre côté, d'où l'expression règlement-livraison. Donc vous avez un règlement qui est effectué entre les banques, acheteurs-vendeurs, et puis vous avez un dépositaire qui va parfois livrer le titre donc à l'acheteur. Et jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est que vous et moi, qui m'écoutez derrière votre écran et qui êtes peut-être entrepreneurs, commerçants, retraités, businessman, que sais-je, mais en tout cas qui n'êtes pas une institution financière, vous n'êtes pas Clearstream, vous n'êtes pas Euroclear, vous êtes citoyen, vous êtes patron d'une entreprise, lorsque vous payez avec de la monnaie. Vous ne payez pas avec autre chose. Si vous achetez un bien, si vous payez un loyer, vous avez besoin d'euros, vous avez besoin de monnaie. Et jusqu'à présent, les dépositaires et les banques, JP Morgan, HSBC, comme ça, pour des règlements de livraison très institutionnels, payaient eux aussi avec de la monnaie. Et ce qui va se passer à l'avenir, dans un premier temps, donc, c'est que ces dépositaires et ces banques-là, pour ce type de transactions, donc interbancaires, lorsque vous avez des échanges de titres, par exemple des obligations d'État ou des titres financiers qui sont logés chez des dépositaires centraux, ces paiements-là ne se feront plus avec de la monnaie. À hauteur, ce qui est prévu par la Banque centrale européenne, de 50% d'ici 2027, 50% des règlements de livraison ne se feront plus avec de l'euro au sein de l'Union européenne, mais se feront avec de la CBDC, c'est-à-dire de l'euro numérique. Et c'est là que tout le monde est un peu perdu en quelque sorte, parce que l'euro numérique va apparaître dans un premier temps sous cette forme-là, mais personne ne comprendra. Et il va y avoir 2 euros numériques. Il va y avoir 7 euros numériques qui va troubler tout le monde, que personne ne va comprendre, parce que ça va être une première. On va se dire, mais finalement, d'un coup, on se rend compte que dans le circuit, il y a de l'euro, mais on ne l'a jamais, ça va ressembler un petit peu à la monnaie banque centrale
qui est crédité. J'ai expliqué régulièrement dans mes vidéos comment ça fonctionnait au sein du système. Vous avez des banques aujourd'hui qui ont des comptes auprès des banques centrales qui les régissent. Sauf que pour la monnaie banque centrale, vous avez un échantillon, vous avez pas un échantillon, mais on peut dire un échantillon parce que c'est à peu près 10% de la monnaie banque centrale totale de la base monétaire qui se retrouve dans le cash, sous forme d'espèces, de pièces et de billets. Ça veut dire que vous avez une fuite de la monnaie banque centrale qui est accessible au public. Donc vous et moi, par exemple, lorsque nous détenons un billet de banque de 50 € aujourd'hui, nous avons l'équivalent de ce que la banque BNP Paribas va avoir sur son compte qu'elle détient au sein de la Banque Centrale Européenne. Et là, ce qui va se passer, c'est que à présent, la banque, par exemple, BNP Paribas, va avoir un compte également en CBDC, en euros numériques de gros, wholesale, qui ne sera pas accessible, cette CBDC, cet euro numérique, au public, et qui sera une structure monétaire qui servira exclusivement au règlement livraison interbancaire, et qui va servir dans un premier temps donc pour financer, pour payer des obligations vertes. On va parler des émissions, par exemple, régulièrement par rapport au Green Deal et aux ambitions vertes de l'Europe, puisque l'Europe est le pays le plus... Je dis le pays, c'est un pléonasme, mais le bloc, on peut dire le pays malheureusement, puisque c'est un bloc réglementaire qui est un peu un pays comme les États-Unis est un pays, à regret pour le patriote nationaliste que je suis, parce que j'aurais espéré que la France demeure un pays, mais par la force des choses, je vois que ce n'est pas le cas et que ce que j'appelais de mes voeux il y a quelques années va plutôt dans la direction inverse aujourd'hui. Et l'Europe est le bloc le plus verdissant qui soit, qui projette d'avoir une neutralité carbone d'ici à 2050. Alors la neutralité carbone, c'est bien simple, c'est comme si vous disiez, lorsque j'aurai, je sais pas moi, 60 ans ou dans 25 ans, je n'aurai absolument plus aucune envie, plus aucun désir et plus aucune activité. Ça équivaut à ça. Si vous voulez arriver, si vous êtes un bloc industriel à dire « je serai dans un état de neutralité carbone », eh bien ça sous-entend tout simplement que vous auriez délégué toute l'intégralité réellement de votre souveraineté industrielle, énergétique notamment, pharmacologique, tout ce que vous voulez, puisque vous serez dans une situation de neutralité, mais pas de neutralité de consommation. Vous aurez toujours des besoins, mais vous aurez délégué les moyens qui servent à assouvir ces besoins. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais le sujet des émissions vertes, c'est intéressant parce qu'on voit qu'aux États-Unis, je reviens des États-Unis, j'ai pas appris ça lors de mon dernier voyage, mais aux États-Unis, les émissions vertes, c'est 5 ou 6 fois moins à peu près en volume qu'en Europe. Quand vous avez en 2024 250 milliards d'obligations vertes qui sont émises en Europe, vous en avez 50 aux États-Unis, et surtout, proportion d'acquisition assez différente. Ça veut dire que le financement de tout ça, généralement, c'est des obligations qui sont plus des obligations qui viennent après, qui représentent des volumes composés par les municipalités aux États-Unis, qui ont quand même plus de pouvoir, on va dire, dans la vie locale, les municipalités américaines, que les municipalités européennes et surtout en France, et les entreprises, tout de suite après. Alors qu'en Europe, les obligations vertes, c'est les gouvernements et les institutionnels, certaines grandes banques et certaines sociétés financières, et puis après, réellement, tout au fond de tout ça, vous avez une petite proportion d'obligations vertes, d'entreprises, et bien souvent d'une catégorie très normée, très bien spécifique, très fermée d'entreprises. Pour revenir sur le sujet de la monnaie numérique de banque centrale, pourquoi je disais que Donald Trump a perdu finalement alors, malheureusement, ça abîme la crédibilité de Trump également, parce que on aurait pu, comme j'expliquais, se dire Trump ne veut pas de monnaie numérique de banque centrale, il n'y en aura pas, et ce que je vois, c'est que la Federal Reserve prévoit malgré tout aujourd'hui d'entrer par une forme de porte que j'appellerais dérobée dans l'écosystème des monnaies numériques de banque centrale. Cette porte dérobée, laquelle est-elle? C'est la porte dérobée de créer une plateforme qu'on appelle le projet Agora, notamment. Alors il y a ça, mais il y a aussi beaucoup de projets en off qui sont pas encore marketés publiquement, communes à plusieurs banques centrales, notamment la Banque Centrale Européenne, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, Banque Centrale Occidentale, qui vont s'échanger une monnaie numérique de banque centrale qui sera... Ça rappelle un peu ce que font les BRICS aujourd'hui, et qui veulent justement avoir finalement... Alors pour les BRICS,
c'est un peu différent parce qu'ils ont des monnaies qui ne sont pas des monnaies facilement convertibles. Nous, on a quasiment tous des monnaies convertibles. Banque du Japon, tous les Occidentaux, Banque d'Angleterre, Federal Reserve, Euro, on a des monnaies librement convertibles. Les BRICS, eux, sont embarrassés parce qu'ils ont des monnaies qui nécessitent d'acheter des obligations d'État d'autres pays et beaucoup très difficilement convertibles. Et maintenant que la Russie est sanctionnée, on voit bien le cas de l'Inde, il y a beaucoup d'échanges obligataires qui commencent à se faire entre la Russie et l'Inde. Et ce que cherchent à faire les BRICS, justement, c'est d'avoir, plutôt qu'une monnaie, une grande plateforme de paiement qui leur permette de convertir leurs devises. Et ce que font les Occidentaux aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis, sous impulsion d'ailleurs, surtout de la Federal Reserve avec le projet Agora, c'est la création d'une monnaie numérique de banque centrale, soit commune, mais pas vraiment commune, mais surtout un support commun, une plateforme qui va permettre d'échanger ces monnaies numériques de banque centrale, comme on le fait avec de la monnaie traditionnelle. Ce qu'on appelle les fameux accords de swap, c'est-à-dire des pays s'entendant bien, la Suisse, pays de l'Union européenne, les États-Unis, qui disent pour la Federal Reserve, à la Suisse ou à l'Union européenne, vous pouvez finalement gérer du dollar avec notre accord sans l'avoir, vous nous le rendrez plus tard, on fera les comptes, on mettra les choses à plat, il y a des accords de swap de devises, vous changez de la devise sans qu'on ait finalement de regard instantané parce qu'on sait qu'on a des rapports perpétuels, continus et qu'on se fait confiance. Et ce que cherche à faire avec le projet Agora, donc les États-Unis, Federal Reserve, c'est de faire la même chose, mais sur des CBDC, sur des monnaies numériques de banque centrale, de gros, là aussi pour des paiements interbancaires. Donc finalement, arrivé à ce niveau-là, on voit que la Banque Centrale Européenne a quasiment abandonné le lancement immédiat de son euro numérique comme monnaie numérique de banque centrale auprès de laquelle vous détenez un compte, puisque l'idée au départ, ça allait être un petit peu d'avoir son compte auprès de la Banque centrale. Ça va plus vraiment être le cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un compte plutôt finalement sur une blockchain qui va être probablement Ethereum ou Solana. Alors ça dépend des études et des moments où finalement on entend des bruits de couloir, mais il se pourrait fortement que la Banque Centrale Européenne installe son euro numérique sur Ethereum comme blockchain, mais n'est pas sa blockchain, ne crée pas sa blockchain, pour des raisons parfaitement techniques, on l'aura compris, et de simplicité, d'accessibilité. Si d'ailleurs la Banque Centrale Européenne décidait demain d'installer son euro numérique sur Ethereum, on peut allègrement imaginer que le jeton Ethereum prendrait de la valeur et qu'il y aurait comme il y avait eu d'ailleurs il y a quelque temps lorsque la Banque de France avait fait un essai sur Ethereum, il y avait eu 5 ou 10% d'augmentation, simplement par rapport ne serait-ce qu'à la communication, validateur qu'il va y avoir, en nombre également plus conséquent et qui vont forcément, si c'est un navire comme la Banque Centrale Européenne qui intègre son jeton sur son euro numérique, ça va forcément pousser le jeton momentanément. Alors ça peut être un soufflet et redescendre ensuite, hein. Je dis pas qu'il faut acheter de l'Ethereum au moment où la Banque Centrale Européenne annonce qu'elle intègre son euro numérique sur Ethereum, mais la probabilité laisse subodorer, supputer qu'Ethereum, le cours d'Ethereum montrait si la BCE faisait une annonce pareille dans les semaines qui viennent, puisque le projet avance assez rapidement et que sur les chiffres que j'ai lus il n'y a pas très longtemps dans les rapports, comme je disais précédemment, la BCE nous dit quand même que les règlements livraison devront équivaloir à 50% en CBDC d'ici à 2027-2028. Donc c'est quand même très rapide. Ça veut dire que la CBDC de gros va être mise en place très rapidement. Pourquoi finalement mettre en place une CBDC de gros? Alors, différentes raisons. Premièrement, pour la Banque Centrale Européenne, finalement, avoir un pouvoir plus centralisé, davantage centralisé, et on le comprend, économiser également les frais de livraison. Les frais de livraison en Europe, les frais de règlement livraison, c'est 5 à 10 milliards à peu près aujourd'hui par an. Ça veut dire qu'il y a 5 à 10 milliards, et c'est pour cette raison-là également que ce sont les dépositaires centraux qui sont les plus... qui se font tirer l'oreille pour déléguer totalement, finalement, leur pouvoir actuel et leur capacité actuelle. Parce que Clearstream, évidemment, personne n'entend vraiment parler de Clearstream lorsqu'il n'y a pas d'affaire Clearstream ou d'Euroclear, lorsqu'il n'y a pas de fonds russes gelés ou de sujets par rapport à des titres, parce que ce sont des organismes, finalement, dont c'est un peu les pompes funèbres, on va dire, de la finance. Les pompes funèbres, on n'a pas envie d'en parler quand tout va bien, on en entend parler lorsqu'il y a un décès, mais sinon c'est pas un sujet, c'est pas une activité à laquelle on pense les services funéraires. Et les dépositaires centraux, c'est un petit peu la même chose. On pense aux banques, on pense, sauf que c'est pas la fin, hein,
n'enterrent pas les titres, normalement. Ils l'ont fait pour la Russie, mais ils sont pas censés le faire. Mais normalement, ils doivent conserver les titres et les rendre, justement. Ils logent, sont des dépositaires, ça porte bien son nom, ils logent les titres. Mais ils sont pas des acteurs dont on entend parler régulièrement. D'ailleurs, même si vous allez chercher, je crois qu'il y a très peu d'entités, c'est même pas le cas des grandes banques, hein, comme Rothschild ou JP Morgan, il y a très peu d'entités sur lesquelles les organigrammes sont tout à fait inconnus, vous n'allez pas trouver beaucoup de renseignements sur Euroclear ou sur Clearstream, même si vous cherchez aujourd'hui sur, je sais pas, sur Grok, ChatGPT ou dans Google ou Wikipédia. Mais ces entités, malgré tout, sont des entités comme d'autres, qui n'ont pas envie de perdre leur pouvoir et qui veulent le garder. Donc pour le moment, elles font passer les règlements de livraison, elles veulent continuer à le faire. Donc ce sont elles pour le moment, ces sociétés dépositaires, qui disent à la Banque Centrale Européenne, qui est la plus avancée en termes de création de monnaie numérique de gros, pas totalement, attendez, on donne pas notre aval sur tout. Voilà pourquoi le projet est quelque peu ralenti, en tout cas ne va pas aussi vite que la BCE le voudrait. Projet qui était intéressant également, c'était Mr Bridge. Mr Bridge qui était un peu dans la même trame, qui réunissait différentes banques centrales européennes, sauf que c'est la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui est sortie du projet. Et maintenant, vous avez, Banque centrale européenne était observateur du projet, il y avait Hong Kong, il y avait les Émirats arabes unis, il y avait Singapour, il y avait beaucoup de blocs monétaires à la fois occidentaux et des pays des BRICS, qui se retrouvaient dans ce projet de CBDC de gros, Mr Bridge et de plateforme commune en tout cas, qui était finalement une nouvelle banque des règlements internationaux pour les CBDC, entre guillemets. C'est un raccourci évidemment, mais en substance. Aujourd'hui, ce projet est quasiment à l'abandon puisque la BRI elle-même en est sortie et qu'on se retrouve finalement uniquement avec les banques centrales nationale ou supranationale pour la BCE qui supervise toujours, en tout cas qui est pas supervise mais qui est membre observateur de ce projet-là. Mais le vrai projet de CBDC comme plateforme, en tout cas pour différents blocs, c'est Agora, qui est donc le projet de la Fédérale Réserve et du monde occidental. Là, il n'y a pas de non-occidentaux dans le projet, c'est réellement Banque d'Angleterre, Japon, Banque de Centrale Européenne et Fédérale Réserve, où il va y avoir des échanges de jetons, donc, entre les différentes banques centrales, et la morale, entre guillemets, de ce sujet, et de ce que je veux dire en substance, c'est que on s'aperçoit bien que malgré la volonté de Trump qui allait à l'opposé de ceci et qui était plutôt de dire on va créer réellement des stablecoins pour favoriser, là aussi j'ai expliqué dans des vidéos précédentes auxquelles je vous renvoie parce qu'on en parlait peu à ce moment-là et le sujet encore d'actualité, vidéo de juillet où j'étais sur un yacht à San Remo, ça doit être 3-4 vidéos en dessous de celle-ci où je parlais des stablecoins. Vous avez une stratégie US de Trump qui est tout à fait judicieuse, absolument prodigieuse, qui vise à financer la dette américaine partiellement par le succès des stablecoins et la nécessité pour les sociétés émettrices de stablecoins d'acheter de la dette américaine. Donc l'idée de Trump, c'était de dire l'écosystème crypto, sous l'axe de réserve de valeur, nous on a notre Bitcoin en quelque sorte, puisque en plus BlackRock est un très gros acteur aujourd'hui, BlackRock qui est un État dans l'État américain, qui est le bras très fort des États-Unis, détient beaucoup de Bitcoin, donc la réserve de valeur comme or numérique, c'est Bitcoin. De l'autre côté, on aura les stablecoins comme jetons d'usage et comme finalité monétaire. Ça va servir réellement de monnaie circulante, le stablecoin, et ça va être capitaliste, ou ça va être très libéral. Mais ça ne sera pas piloté même par la Federal Reserve. Ça, c'était l'idée de Donald Trump. On voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière, de beaucoup plus ancré dans cet État profond américain, on va dire CIA démocrate en quelque sorte, Bideno-Clintonien, qui va un peu à l'opposé de ce qui est voulu par les mouvements Make America Great Again et par les mouvements capitalistes. Il y en a un peu quand même en Europe avec Orban ou très légèrement Giorgia Meloni en Italie, très peu, mais un peu, il aurait pu y en avoir en Roumanie. En France, j'en vois pas beaucoup de connus, en tout cas, je serai le plus connu, donc c'est vous dire s'il y en a très peu et très peu de plus connus, mais je crois pas qu'il y ait plus capitaliste aujourd'hui réellement en France comme mouvement, il y en a pas. Voilà, les seuls mouvements et les seules personnalités capitalistes qu'il y a en France ne sont pas représentés, ça se passe un petit peu plus dans une forme de confidentialité, non pas inintéressante, parce qu'on peut dire des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus percutantes, je pense, dans des formats
comme celui-ci que sur d'autres plateaux sur lesquels je me rends avec plaisir, par ailleurs également. Mais donc l'idée très capitaliste de Trump était surtout celle-ci, de dire l'écosystème crypto sera capitaliste. Et on voit que malgré tout, malgré ça, alors est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il a eu le temps finalement également de le comprendre parfaitement, est-ce que ses conseillers l'ont compris, est-ce que tout est perçu par Donald Trump, est-ce que ça se fait d'un commun accord avec des deals également qui sont, parce qu'il y a un côté réel politique de l'intérieur aussi dans tous les gros États, surtout aux États-Unis aujourd'hui, justement parce que la nation est assez fracturée entre Federal Reserve et Maison Blanche. Je ne le sais pas, je ne peux pas le dire précisément, mais ce que je vois en tout cas, c'est que le décret de non-CBDC de Trump n'est pas respecté par la Federal Reserve, et ça me revient à dire, pour clôturer, parce que c'est un peu le début justement du sujet, puisqu'on est dans une France qui est ingouvernable, ingouvernée, et surtout qui n'a pas d'intérêt à être gouvernée, puisque quoi qu'il en soit, les décisions ne sont pas prises à l'intérieur du pays. Tout ce que je vous explique en matière d'union des marchés de capitaux, de CBDC, tout ça, ça se décide au sein de l'Union européenne, qui est un vrai État fédéral aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait envie ou non, je n'en avais pas envie justement, mais qui est devenu un État fédéral et qui est de plus en plus consolidé. C'est cet État qui gouverne. Et la France, aujourd'hui, les querelles politiques qu'on peut voir me rappelleraient des querelles de peut-être deux enfants dans une famille qui se disputeraient et au sujet desquels on se dirait, quoi qu'il en soit, ça n'est pas bien grave. Les parents s'entendent très bien, ils savent que faire et dans quelle direction aller. Et les parents aujourd'hui, c'est plutôt la BCE, la Commission européenne, et les enfants seraient, d'ailleurs, ils se comportent souvent comme des enfants, les patrons des grands partis français qui vont avoir des intérêts très personnels de carrière, des ambitions qui sont légitimes, je comprends très bien, et qui ont envie de se partager aussi des places et de se positionner, mais qui n'ont pas d'ambition politique et surtout qui n'auraient pas, quoi qu'il en soit, de dimension ou d'exécution politique, qui ne gouverneraient pas le pays. Si vous aviez demain, je sais pas qui que ce soit, du Rassemblement National, du Parti Socialiste ou des Républicains qui forment un gouvernement, quoi qu'il en soit, vous vous rendriez bien compte que la finalité est exactement la même, puisque vous êtes citoyen de l'Union européenne, puisque vous avez dans vos affaires, dans vos retraites, si vous êtes retraité, des revenus en euros, que vous fonctionnez en euros, que le commerce est la compétence exclusive de l'Union européenne, donc toutes les décisions, c'est bien aperçu avec l'accord États-Unis, von der Leyen également, qui n'était pas vraiment à notre avantage, que toutes les décisions qui vont être prises et qui vont impacter l'industrie. Pourquoi je parlais de la neutralité carbone en émissions au sein de l'Union européenne? Pourquoi ça impacte l'industrie? Parce que si vous êtes des puissances industrielles, vous ne pouvez pas dire on devra atteindre la neutralité d'ici 2050. Toutes ces décisions ne seraient pas prises par le Rassemblement national, par le Parti socialiste, elles seraient prises par l'Union européenne.